Bonjour à tous, nous sommes le 17 août 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Rapport hebdomadaire qui va être très concis sur la partie militaire pour se concentrer un peu plus sur la rencontre qui a eu lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On n'a pas pu l'aborder vraiment en détail lors du direct puisque à cause du décalage horaire, la rencontre a eu lieu en pleine nuit pour nous, donc c'était juste des spéculations, ce qu'on en attendait et ce qui pouvait peut-être en ressortir. Maintenant, on a déjà un peu plus d'éléments. Avant de commencer le site Rep à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin. Donc si vous voulez nous aider à poursuivre notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hipoliink, où vous pouvez faire un don ponctuel ou acheter l'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Je vous encourage donc à nous suivre sur cette plateforme et à nous suivre sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, pas un seul, pour qu'en cas de censure, vous ne restiez pas sans information. On va donc passer maintenant à la carte militaire. Voici la carte générale. On va se concentrer sur la région de Donetsk puisque c'est là que toutes les avancées ont été faites cette semaine en matière de changement de la ligne de front. On commence tout au nord, près de Liman, alias Krasny Liman, où l'armée russe a libéré deux localités. Kolodiezi, qui est ici, et Torskoye, qui est là. Donc ça commence à avancer enfin. Il y a des rumeurs concernant la direction de Seversk. Et entre autres, la prise de Serebrianka a confirmé, pour l'instant ça l'est pas encore, c'est une direction qui a beaucoup de mal à avancer pour des raisons de terrain. Si on descend un petit peu, on va redescendre donc vers la partie proche de Dzerzhinsk. Ça y est, toute la partie de Cherbinovka ici a été libérée. Donc on avait déjà libéré la première partie ici qui était Novospaskoye. On a libéré cette fois la deuxième partie ici qui est là. Donc ce deuxième village qui est accolé au premier. Ce qui permet de sécuriser complètement le flanc sud de Dzerzhinsk. Donc là on voit que le chaudron autour de Konstantinovka est en train, eh bien tout simplement, de se refermer au sud. Et d'après les toutes dernières informations obtenues aujourd'hui, l'armée russe serait arrivée jusqu'aux limites administratives est de Konstantinovka depuis Pretichino, hein, donc on avait libéré la semaine dernière. Donc il y aurait eu une avancée ici. Donc on est déjà aux portes de Konstantinovka. Et bien sûr, la grande avancée de cette semaine, ça a été cette magnifique fleur au nord de Pokrovsk et de Mirnograd. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, en 24 heures, l'armée russe a libéré d'abord Zatichok qui est ici et puis Nikanorovka. Et depuis là, eh bien, ils ont développé une espèce d'offensive éclair ici, au nord, en passant au nord de Rodinskoye. Rodinskoye où malheureusement on a assisté à un crime de guerre, un énième crime de guerre de l'armée ukrainienne. Vous irez voir sur la chaîne Telegram, on y a publié la vidéo où une civile a tenté en fait de partir par cette route pour rejoindre la zone qui est sous contrôle russe et a été abattue ici, près de cette station essence par un soldat ukrainien qui était basé là dans cette zone forestière. Leur position était ici. Il a abattu la femme, est allé vérifier qu'elle était bien morte et puis est revenu sur ses positions. L'armée russe a lourdement bombardé la zone où se trouvaient les positions de ce soldat ukrainien. Celui-là il sera pas fait prisonnier. Voilà. Et donc plus au nord, l'armée russe a poussé jusqu'à Zolotoy Kolodiez. Alors pour l'instant on ne sait pas trop pour Zolotoy Kolodiez où est-ce qu'on en est. Le village a l'air d'être dans la zone grise, puisque bien sûr après une telle avancée, après plusieurs jours de déni de la part de l'armée ukrainienne, ils ont fini par envoyer des renforts, entre autres Azov, pour servir de
bataillons de barrage pour empêcher les autres bataillons de prendre la fuite. Donc ils auraient peut-être un peu repris complètement Zolotoy Kolodiez, à voir. Pour l'instant on n'a aucune information fiable. Par contre Kucherov Yar est sous contrôle de l'armée russe, ça c'est sûr. Comme l'indique la chaîne Divgen, le problème c'est qu'en fait pour tenir Zolotoy Kolodiez c'est assez compliqué. Puisqu'il n'y a pas de véritable route. Si vous regardez, c'est que des petits chemins, des ravines. Pour arriver à avoir une vraie route pour approvisionner ce secteur, il faudrait prendre ici Charkovo, qui est encore sous contrôle de l'armée ukrainienne. Pour l'instant, ce n'est pas fait, donc voilà, c'est ça la situation. Dans le sud de Pokrovsk, l'armée russe continue d'avancer petit à petit. Et puis si on continue à descendre avec la frontière avec la région de Dnipropetrovsk, alors l'armée russe a libéré le village de Andreevka Klevtsovo, alias Iskra, de son vrai petit nom. D'ailleurs ça se voit ici, on voit une entreprise qui s'appelle Iskrovskiy, ils ont gardé le nom d'origine. Iskra et Alexandrograd, donc là ici on a atteint déjà la frontière entre la RPD et la région de Dnipropetrovsk, et un petit peu plus au sud, donc en région de Dnipropetrovsk même, l'armée russe a pris le contrôle du village de Voronoye ici. Donc on en est déjà à plusieurs villages ici dans cette zone-là qui sont déjà en région de Dnipropetrovsk et qui sont sous contrôle de l'armée russe. Donc il reste ce petit sac ici pour fermer complètement la frontière avec la région de Dnipropetrovsk dans la partie la plus sud. Ici, en fait, c'est plus que des champs, ici. Donc, à part Muravka, qui est là. Donc, il reste le village de Muravka à prendre un petit peu plus au nord. Et puis, ici, on est déjà à la frontière, quoi. Donc, ça avance bien. Il y a des combats assez intenses en région de Zaporozhye. Donc toujours dans cette zone-là, Plavny, Stepnogorsk, pour l'instant, ça ne bouge pas encore suffisamment. Il faut savoir que les troupes qui ont été envoyées en renfort ici, au nord de Pokrovsk, bien sûr, ont été prises d'autres directions, comme Kupiansk et Soumy. Donc il y a des chances que le front commence à s'effriter à ces endroits-là dans les temps à venir. Et puis bien sûr l'événement de la semaine, ça a été la rencontre le 15 août entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Rencontre en grande pompe, Vladimir Poutine accueilli par Donald Trump en personne à l'aéroport avec tapis rouge, les avions de chasse. Alors c'est pas du tout pour intimider Poutine. Je pense que Trump connaît bien quand même Vladimir Poutine. Et c'est bien que c'est pas le vol de 3 avions qui va l'effrayer. Je veux dire, c'est pas Tata Merkel devant le chien de Vladimir Poutine. Voilà. Faut arrêter un peu les bêtises. Non, c'est une démonstration. Voilà, c'est pour montrer, voilà, que il est accueilli comme un chef d'État qui est tenu en haute estime par Donald Trump. D'ailleurs, on l'a vu, pas de tripotage comme avec Macron, poignée de main bien franche. Il a été accueilli même par des applaudissements de Donald Trump, puis poignée de main. Vraiment, et ils ont même pris la même voiture. Donald Trump a invité Vladimir Poutine dans sa Cadillac pour aller jusqu'au lieu des négociations, au lieu de faire voyage à part. Donc je veux dire, là je pense que c'est difficile de faire plus clair sur la façon dont Donald Trump considère Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il le considère vraiment comme son égal, comme le chef d'une superpuissance, et pas du tout comme d'une puissance régionale, comme nous racontent tous les débiles qui se prennent pour des experts et qui passent sur les plateaux télé en France. Voilà. Les négociations ont duré près de 3 heures, à l'issue desquelles donc, il y a eu une conférence de presse sans questions pour la presse, donc juste discours de Vladimir Poutine puis de Donald Trump, à la suite d'ailleurs de laquelle Vladimir Poutine a dit en anglais « Next time in Moscow », donc la prochaine fois on se verra à Moscou. Donc c'est ce que j'avais dit, qu'il y aurait certainement un deuxième round en Russie. Je pense que lors de cette réunion,
Comme j'en ai discuté aujourd'hui avec Cyril Delattre, je vous publierai demain la vidéo de son commentaire sur cette rencontre. Je pense aussi que ça a été l'occasion pour Vladimir Poutine de transmettre de manière directe et claire un certain nombre d'informations clés à Donald Trump pour qu'il comprenne réellement la situation. C'est-à-dire, je pense que Donald Trump, tout comme d'ailleurs Emmanuel Macron, reçoit de ses services de renseignement des informations extrêmement tronquées, biaisées, et je pense donc que Vladimir Poutine a remis un peu l'église au centre du village, et qu'il a posé clairement les conditions. Les blablas de tous les médias occidentaux, que ce soit le Washington Post ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, n'en tenez pas compte. Les conditions de la Russie ont été énoncées très clairement, retrait de l'armée ukrainienne des 4 nouvelles régions, et à partir de là, on peut commencer à parler d'un cessez-le-feu et du reste. Donc je pense très clairement que Vladimir Poutine a fait comprendre à Donald Trump que la question territoriale concernant les 4 nouvelles régions était une question close, et que la seule chose que Zelensky peut récupérer, ça va être les petits morceaux de la région de Soumy, de Kharkov, que l'armée russe a grignoté. Mais c'est tout. D'ailleurs, on a vu immédiatement la réaction de Zelensky, qui a dit qu'il en était hors de question de faire des concessions territoriales. Donc là, il se rend à Washington, il a rendez-vous demain avec Donald Trump, et Zelensky, s'étant pris une déculottée la dernière fois qu'il est allé au bureau ovale. On a les 7 nains, non mais, ou les 7 cavaliers de l'apocalypse, vous appelez ça comme vous voulez, qui ont décidé de se taper l'incruste avec lui. Voilà, c'est-à-dire que le mec est tellement pas adulte dans sa façon de faire de la politique qu'il a besoin de 7 nounous. D'accord ? C'est-à-dire les Ursula von der Leyen, le Rutte, donc le chef de l'OTAN, on a Macron, Starmer, le président finlandais, la Mélanie, mais c'est quoi ce délire ? Et Merz, donc l'allemand. Voilà, je veux dire, c'est quoi ce bordel ? Je veux dire... Le mec, il a peur d'y aller tout seul et... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, Trump, il a mis le haut là, quoi. Il a dit non, mais je vois d'abord Zelensky en tête-à-tête, et puis après, je discuterai avec les 7 nains, d'accord ? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, déjà, Macron qui allait en Chine avec les Ursula von der Leyen, ça faisait vraiment l'adolescent qui y allait avec sa nounou, mais alors là, Zelensky, il en a besoin de 7. Pas une, 7. Qu'est-ce que tu as besoin de 7 chefs d'État ou chefs d'organisation supra-étatique pour t'accompagner, pour aller chez Donald Trump ? Il a vraiment peur de se prendre une fessée déculottée, quoi. Ça, c'est clair. Donc, ce qui veut dire qu'il sait déjà, parce qu'il y a eu donc une vidéoconférence entre Trump, Zelensky et les dirigeants européens à l'issue de la rencontre avec Vladimir Poutine. Donc je pense que Trump a très clairement transmis la position russe, d'où l'hystérie qu'on voit côté occidental et ukrainien. Et comme l'a dit Donald Trump, maintenant la balle est dans le camp de Zelensky et des Européens. Et c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que Donald Trump est en train de se laver les mains du conflit ukrainien. Il est en train de désengager petit à petit les États-Unis du conflit pour sortir du bourbier avant que ça se termine en fuite de Kaboul ou fuite de Saigon 2.0. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se taper la honte que s'est tapé Biden quand les troupes américaines ont fui en catastrophe Kaboul, quand les talibans ont repris l'Afghanistan. C'est ça qui se passe. Il veut s'éviter ce genre de choses. Et donc, il est en train de refiler la patate chaude à l'Union européenne, en disant, écoutez, moi j'ai fait le maximum, j'ai essayé de faire les mettre tous à la table de négociation, mais Zelensky et les Européens, ils veulent pas, qu'ils se démerdent tout seuls, nous, on se casse, démerdez-vous, si vous voulez nous acheter des armes, il n'y a pas de problème, mais vous les payez, mais nous, c'est plus notre problème. Voilà. C'est ça l'histoire. Et c'est exactement ce que je vous avais dit. Donc on va voir comment va se passer cette réunion demain à Washington. Mais très sincèrement, je pense que ça va tourner en eau de boudin pour Zelensky. Parce que de toute façon, qu'il accepte maintenant, ou qu'il accepte plus tard quand ça sera la capitulation totale de l'Ukraine, de toute façon il est foutu. Comme je vous l'ai dit, celui qui signera le papier cédant la Crimée et les 4 nouvelles régions à la Russie est un homme mort.
en Ukraine, d'accord. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je pense de toute façon que les élites européennes s'étant arc-boutées sur le narratif de la méchante Russie, de toute façon peuvent pas se dédire du jour au lendemain, et donc ils vont continuer en fait à aller vers le gouffre, parce qu'ils sont littéralement dans l'incapacité de se remettre en question. Donc je pense que c'est très très mal barré pour l'Ukraine. C'est-à-dire ce qu'a dit Trump aujourd'hui, il a reposté un post sur son réseau social Truth, où il était dit si l'Ukraine en gros signe pas maintenant, et il n'accepte pas maintenant de céder certains territoires, elle va en perdre beaucoup plus dans l'avenir. Ça c'est clair, c'est ce que je vous ai dit depuis déjà un bon moment. Voilà, donc c'est ça la situation. Donc on va surveiller demain cette réunion à Washington, hein, avec Donald Trump, Zelensky le cocaïnomane, et les 7 cavaliers de l'apocalypse, les 7 nains de l'apocalypse. Voilà. Non mais c'est vraiment ça, franchement, moi j'ai vu la liste se compléter au fur et à mesure, franchement j'étais complètement halluciné. Hein. Je vous dis, moi franchement, tu dirais un môme qui est en train d'amener ses parents, ses grands-parents à la rencontre avec la directrice de l'école parce qu'il a peur de se prendre une rouste. C'est vraiment exactement ça. Hein. Franchement, c'est délirant. Bref. Donc voilà quelle est la situation. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Directir Stream, à dimanche prochain pour le prochain Sitrep. Ceux qui ont assisté hier au direct sur ma chaîne Telegram personnelle, je publierai la vidéo certainement demain, parce qu'elle est quand même assez longue, donc il faut le temps de faire le montage et de pouvoir la publier, mais je publierai bien sûr l'enregistrement sur ma chaîne Telegram personnelle, je rappelle Christelle Néant, donc chaîne distincte d'International Reporters. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.